Bonjour à tous, bienvenue dans ce nouvel épisode de la série La Bourse aux livres dans lequel je vais présenter deux nouveaux investisseurs, à savoir Joel Greenblatt et Nick Sleep. Alors dans cette vidéo, je vais me focaliser sur les chapitres 5 et 6. Le chapitre 5 s'intitule La simplicité et la sophistication ultime. Ce chapitre porte sur l'investisseur Joel Greenblatt. Et puis le chapitre 6 s'intitule L'excellente aventure de Nick et Zach et porte en particulier sur Nick Sleep. Alors je commence avec le chapitre 5 ici qui s'intitule La simplicité et la sophistication ultime et on va voir que Joel Greenblatt a mis en place un système extrêmement simple qui lui permet de dénicher des actions qui potentiellement ont un rendement extrêmement intéressant à long terme. En 1985, à l'âge de 27 ans, Joel Greenblatt fonde le fonds Gotham Capital. Le fonds a alors 7 millions de dollars d'actifs sous gestion. 4 ans plus tard, en 1989, Joel Greenblatt est rejoint par Robert Goldstein, qui devient le co-gérant du fonds Gotham Capital et qui va rester le co-gérant pendant plus de 30 ans avec, ou en tout cas aux côtés de Joel Greenblatt. De 1985 à 1995, le rendement brut de Gotham Capital est de 50% par an. Comme on le voit ici, le fonds de Joel Greenblatt a généré des rendements exceptionnels pendant 10 ans. Alors on peut se poser la question sur la continuité des rendements au cours des années suivantes. Et ce qu'on va voir, c'est qu'entre 1985 et 2005, le rendement brut de Gotham Capital est de 40% par an. Donc là encore, des rendements exceptionnels pendant 20 ans. Alors on gardera à l'esprit que plus un investisseur de renom a une carrière longue, plus les rendements s'amenuisent au fur et à mesure des années qui passent. C'est un peu le cas avec Warren Buffett qui au départ avait des rendements proches de 50% par an et désormais quand on prend l'ensemble de sa performance a des rendements plus proches de 20% par an. Et là c'est ce qu'on voit avec Joel Greenblatt qui a commencé avec une décennie, en tout cas qui a eu des rendements de 50% par an pendant une décennie et puis ensuite sur 2 décennies on voit que ces rendements diminuent progressivement même si un rendement de 40% par an est tout à fait exceptionnel sur 20 ans. Alors, 1 million de dollars investis en 1985 dans le fonds de Joel Greenblatt aurait rapporté à son investisseur 836 millions de dollars en 2005, donc une multiplication par 836 des fonds investis au départ. En 1995, Gotham rend l'argent aux investisseurs et Greenblatt et Goldstein gèrent alors le fonds pour eux seuls, une forme de liberté ultime. Pour Greenblatt, la clé d'un bon stock picking réside dans le fait d'évaluer correctement la valeur d'un actif et de payer beaucoup moins cher que la valeur de cet actif. Greenblatt est donc un value investor comme Graham et Buffett avant lui. Et donc si on doit classer Joel Greenblatt parmi différentes catégories d'investisseurs, donc value, gap ou growth, on va plutôt le classer dans la catégorie value, même si on va le voir ensuite. Joel Greenblatt a adapté son approche pour passer d'une approche value à une approche gap. GARP, donc Growth at a Reasonable Price, c'est-à-dire une croissance à prix raisonnable, j'en parle souvent lorsque je parle de Peter Lynch. Alors il s'avère que Greenblatt cherche à simplifier au maximum son approche et ça je pense que c'est une leçon qui est bon pour tout investisseur, à savoir qu'il est important d'avoir une approche relativement simple. La simplicité ou le minimalisme, nous rappelle l'auteur, donc William Green, est également utilisé par certaines entreprises, par exemple la page d'accueil de Google qui est extrêmement simple ou encore les produits d'Apple qui sont extrêmement simples et extrêmement minimalistes. Alors, comme nous le rappelle William Green, Buffett est également un maître en matière de simplification. Dans sa lettre aux actionnaires datée de 1977, Buffett présente 4 critères fondamentaux pour sélectionner une action. Donc, je vais présenter ces 4 critères fondamentaux. Warren Buffett souhaite investir dans une entreprise dont on peut facilement comprendre le business, ou en tout cas le business model, ayant des perspectives à long terme favorables, dirigée par des personnes honnêtes et compétentes, et dont le prix est attractif, c'est-à-dire un prix raisonnable. Et là, on se retrouve dans une approche qui ressemble à l'approche de Peter Lynch, à savoir qu'il est préférable d'acheter une belle entreprise à prix raisonnable plutôt qu'une entreprise moyenne à prix extrêmement attractif. Donc on est plutôt ici dans une approche de type GARP, Growth at a Reasonable Price, ou croissance à prix raisonnable. Comme nous le rappelle l'auteur, les grands investisseurs de ce monde sont capables d'analyser le marché au travers de filtres extrêmement simples. C'est le cas pour Joel Greenblatt, c'est également le cas pour Warren Buffett. Autre exemple, Will Danoff, donc j'ai mis une photo de lui en haut à droite.
Donc Wildanov est le gérant du fonds Fidelity Contra Fund depuis 1990 et il gère environ 118 milliards de dollars d'actifs. En tout cas, il a 118 milliards de dollars d'actifs sous gestion. Il y a une petite coquille, j'ai écrit 118 millions, mais c'est bien 118 milliards de dollars. Et donc Wildanov surperforme le S&P 500 depuis plus de 30 ans, ce qui est une performance exceptionnelle. Donc à la question « Est-il possible de surperformer un indice de référence ?» La réponse est oui, on a plusieurs exemples de ce type, notamment aux États-Unis. Et alors, l'unique filtre de Wildanov est le suivant, il considère que le cours d'une action suit le résultat net de l'entreprise, un peu à la manière de Peter Lynch, c'est-à-dire qu'il considère que le cours de bourse va évoluer au même rythme, ou quasiment au même rythme, que le résultat net de l'entreprise. Ainsi, il cherche les entreprises dont il pense qu'elles seront plus grandes 5 ans plus tard. Alors quand je dis plus grande, c'est au niveau bien entendu du résultat net. Donc si une entreprise par exemple double son bénéfice par action, donc son BPA dans les 5 prochaines années, alors il est probable que le cours de l'action double également, c'est ce que nous dit en tout cas Wildanov. Alors l'auteur nous donne quelques informations supplémentaires sur Danov, il nous dit que celui-ci ne se préoccupe pas plus que ça des niveaux de valorisation, sauf lorsque les ratios de valorisation deviennent ridiculement élevés. Ainsi, Danov considère qu'il faut parfois payer un peu plus cher pour investir dans les plus belles entreprises, un peu à la manière de Warren Buffett, par exemple lorsqu'il a investi dans Coca-Cola dans les années 80, et on peut noter les achats, les différentes acquisitions, en tout cas les différentes prises de position de Wildanov dans les sociétés Berkshire Hathaway, Microsoft, Google en 2004, alors cette fois-ci au moment de l'IPO. J'explique souvent que la plupart des grands investisseurs n'investissent pas dans les IPO. Bien entendu, il y a quelques exceptions et Wildanov est l'une de ces exceptions. Il a également investi dans les entreprises Amazon, dans Facebook au moment de l'IPO de 2012 et également dans Starbucks. Alors je vais revenir ici sur 2 exemples qui nous sont donnés par l'auteur de cet ouvrage qui va comparer ce qui s'est passé sur Starbucks, donc l'action Starbucks et puis l'indice S&P 500. Alors pour Starbucks, on a une croissance du bénéfice par action depuis l'IPO, donc en 1992, de 27,45% par an. On se rappelle que Wildanov considère que le cours de bourse d'une entreprise va suivre grosso modo l'évolution du résultat net de cette entreprise au cours du temps. On peut constater que le rendement de l'action Starbucks depuis 1992 est de plus 21,32% par an. Donc on a une évolution du cours de bourse qui suit grosso modo l'évolution du taux de croissance du bénéfice par action. Alors l'auteur nous donne un deuxième exemple avec l'indice S&P 500. Il nous indique que le taux de croissance du BPA, donc du bénéfice par action depuis 1992, est de plus 8,4% par an. Il nous indique dans le même temps que le rendement de l'indice S&P 500 depuis 1992 est de plus 7,9% par an. Donc comme on peut le voir ici, le cours du S&P 500 suit bien l'évolution du résultat net, ou en tout cas du BPA, qui est un proxy pour le résultat net de l'indice S&P 500 depuis 1992. Alors je vais revenir sur Joel Greenblatt, qui nous intéresse tout particulièrement dans ce chapitre. Donc dans les années 70, alors qu'il est à Wharton, Greenblatt n'est pas convaincu par la théorie d'efficience des marchés, selon laquelle on ne peut pas battre le marché. Alors à cette époque, Greenblatt se pose de nombreuses questions. Il se demande notamment pourquoi les cours de bourse de certaines actions oscillent fortement et passent d'un prix très élevé à un prix très faible. Par exemple, il se demande notamment si Polaroid était correctement pricé à 150 $ en 1972 et à 14 $ en 1974. Il n'est pas convaincu par le fait que les marchés soient efficients et que toutes les actions soient correctement pricées à tout moment. Greenblatt constate que le marché oscille d'un extrême à un autre, et ce de manière récurrente. Il note notamment que le S&P 500 a doublé de 1996 à 2000, puis a perdu 50% de 2000 à 2002, a de nouveau doublé de 2002 à 2007, puis a perdu de nouveau 50% de 2007 à 2009, avant de tripler de 2009 à 2017. Alors qu'il est encore à Wharton, Greenblatt tombe par hasard sur un article parlant de Benjamin Graham dans Forbes, et il lit alors les 2 ouvrages de Benjamin Graham, à savoir Security Analysis et The Intelligent Investor. Joel Greenblatt tombe alors amoureux de l'approche de Benjamin Graham et il considère désormais la marge de sécurité comme étant le concept le plus important. Alors selon Joel Greenblatt, pour être un bon stock picker,
La macroéconomie ne sert à rien, les fluctuations de prix à court terme n'ont aucune importance, les anticipations de résultats sont inutiles et les formules mathématiques des académiques, par exemple le ratio de Sharpe, l'alpha, le bêta, n'apportent rien. Autrement dit, Joel Greenblatt, qui a fait ses études à Wharton, donc au sein du milieu académique, rejette l'approche académique, rejette également la théorie d'efficience des marchés et pense au contraire qu'on peut battre le marché. Il rejette par ailleurs tout ce qu'il considère comme du bruit, donc la macroéconomie, les fluctuations de prix à court terme, les anticipations de résultats, et puis il cherche à développer une approche extrêmement simple. Alors Benjamin Graham, de son côté, aimait résumer le marché à Mr. Market, donc en utilisant une personnification du marché. Et donc pour Benjamin Graham, nous sommes heureux de lui acheter des actions lorsque le prix est faible et nous sommes heureux de lui vendre des actions lorsque le prix est élevé. Autrement dit, Graham considérait que le marché avait deux visages, un premier visage extrêmement euphorique et puis un deuxième visage extrêmement dépressif. Et donc il était préférable d'acheter ces actions lorsque le marché était extrêmement dépressif, notamment lors d'un crack, et puis qu'il était préférable de vendre ces actions dans un marché extrêmement euphorique. Le reste du temps, c'est-à-dire lorsque le marché n'est ni euphorique ni dépressif, il suffit d'attendre patiemment la prochaine crise de Mr. Market, c'est-à-dire qu'il suffit d'attendre le prochain excès émotionnel. Alors ça peut être un excès émotionnel sur une ou plusieurs actions, donc par exemple au sein d'un secteur, ou ça peut être un excès émotionnel sur le marché tout entier. Par exemple en période de crack ou de bear market. Alors pour Greenblatt, en ayant une méthode de valorisation et une approche disciplinée, il est possible de profiter de l'excès d'émotion des autres investisseurs. Autrement dit, on a une approche, on s'y tient et on ne se laisse pas entraîner par les émotions des autres investisseurs, notamment en période de forte volatilité. Dans cet ouvrage, Greenblatt nous indique que peu nombreux sont ceux qui savent valoriser une entreprise et que si c'est le cas, alors il faut privilégier les ETF, c'est-à-dire que si vous ne savez pas valoriser une entreprise, alors il est préférable d'investir dans l'indice. Et ce, pour capter les rendements moyens de l'indice au cours du temps. Alors, Joel Greenblatt utilise 4 méthodes. La première méthode, c'est celle qu'on appelle DCF pour Discounted Cash Flow Analysis en anglais. La deuxième méthode consiste à regarder la valeur relative, c'est-à-dire d'analyser une entreprise et de la comparer avec ses pairs. La troisième méthode consiste à déterminer la valeur d'acquisition, c'est-à-dire la valeur de reprise d'une entreprise par un concurrent, par exemple. Et puis la quatrième méthode consiste à déterminer la valeur de liquidation de l'entreprise, à savoir la valeur des actifs en cas de faillite. Autrement dit, ce que nous dit Greenblatt, c'est qu'on va utiliser différentes méthodes de valorisation selon les caractéristiques de cette entreprise. Alors, selon Greenblatt, dans la plupart des cas, le marché reconnaîtra la présence de valeur sous 2 ou 3 ans. Autrement dit, lorsqu'il investit dans une entreprise, il espère que le marché va reconnaître la valeur réelle de cette entreprise sous 2 ou 3 ans. À court terme, nous dit Greenblatt, le marché est irrationnel et ne valorise pas correctement les actions. À plus long terme, le marché devient rationnel et valorise alors correctement les actions. Alors ce qu'on apprend dans ce chapitre, c'est que Greenblatt et Goldstein se sont spécialisés dans différents types d'opérations, à savoir les special situations, les spin-offs dont je parle souvent sur la chaîne, mais également les restructurations et puis les small caps. Au niveau du portefeuille de Greenblatt, celui-ci est plutôt très concentré, puisqu'on retrouve dans ce portefeuille entre 6 et 8 actions maximum. Comme le dit Greenblatt dans l'ouvrage, les grandes opportunités sont rares, et donc il est important d'investir relativement massivement dans ces opportunités. Alors bien entendu, si vous suivez mes vidéos, vous savez que parmi les grands investisseurs, on a deux types d'approches. Des investisseurs qui ont des portefeuilles extrêmement concentrés, comme Joel Greenblatt par exemple, ou Monish Pabrai, et puis on a des investisseurs qui ont des portefeuilles très diversifiés, comme par exemple Peter Lynch, qui à un moment dans sa carrière avait 1200 actions en portefeuille. On apprend également dans ce chapitre que Joel Greenblatt passe son tour lorsqu'il n'arrive pas à valoriser facilement une entreprise. Autrement dit, soit la valorisation saute aux yeux, soit on passe son tour et donc on passe au dossier suivant.
Alors je vous ai mis ici un investissement mémorable de Greenblatt. Il a investi 40% de son portefeuille dans Host Marriott, qui était une spin-off de Marriott. Ce qu'a fait Marriott, donc la chaîne d'hôtels, c'est qu'ils ont mis certains hôtels très endettés, en tout cas les bâtiments de ces hôtels, dans une nouvelle entité. Et puis ils ont donné une action à chaque actionnaire. Ce qu'ont fait les actionnaires initiaux, c'est qu'ils ont vendu ces actions dans le marché. Et puis Joel Greenblatt a voulu analyser cette nouvelle entité pour voir s'il y avait de la valeur dans cette nouvelle entité. Et en fait, ce qu'il a découvert, c'est qu'il y avait plein d'actifs dans cette entité, pas seulement des hôtels endettés, mais également des actifs de valeur. Et donc, il s'est précipité pour investir 40% de son portefeuille dans cette entité. Et ce qui s'est passé, c'est que cette entité est devenue un 3-bagger en 4 mois seulement, donc un rendement extrêmement intéressant pour Joel Greenblatt. Autrement dit, lorsqu'on a une spin-off, et je donne souvent l'exemple de Fnac, qui était une spin-off de Kering, il est toujours intéressant de regarder ce qu'il y a dans cette spin-off pour voir si on n'a pas de la valeur. On gardera à l'esprit également que lors d'une spin-off, ce qui se passe généralement, c'est que les actionnaires historiques ont tendance à vendre des actions qu'on leur donne. Pourquoi ? Parce que les actions qu'on leur donne ne correspondent pas au core business de la société initiale et donc ils ne sont pas forcément intéressés pour garder ces actions. Et donc ce qu'ils font, c'est qu'ils vendent ces actions très rapidement et ça fait baisser le cours de l'action et il y a parfois de la valeur dans ces spin-offs. Alors on apprend également que ces plus grosses lignes sont des lignes pour lesquelles le downside risk est limité, autrement dit des lignes pour lesquelles le risque, en tout cas le risque de baisse est limité et le potentiel haussier est extrêmement important. Autrement dit, faible risque de baisse et potentiel haussier extrêmement important. C'est comme ça qu'investit Joel Greenblatt, en tout cas c'est comme ça qu'il détermine la taille de ses positions. Alors on apprend également que Greenblatt adaptait à son approche originale, donc au départ il suivait plutôt Benjamin Graham en s'inspirant ensuite de Warren Buffett et Charlie Munger. Autrement dit, pour Joel Greenblatt, comme pour Buffett et Munger, le Saint Graal c'est quoi ? C'est tout simplement une entreprise de qualité et un prix raisonnable. Alors, l'auteur nous donne un exemple et on apprend que Joel Greenblatt a investi dans Moody's en l'an 2000, qui était alors une spin-off de Dun & Bradstreet. Donc à l'époque, Moody's était l'un des 2 acteurs dominants dans une niche très lucrative avec des barrières à l'entrée. Le taux de croissance du chiffre d'affaires de Moody's était à l'époque de 15% par an au cours des 20 années précédentes. L'entreprise avait à la fois un return on equity, donc rendement sur capitaux propres, et un return on invested capital, donc rendement sur capitaux employés élevé. L'entreprise n'avait pas de capex. Par contre, elle avait un forward PE de 21 qui inquiétait un petit peu Joel Greenblatt, mais comme il considérait que l'entreprise était de grande qualité et que le prix était relativement raisonnable, il se décida à investir dans Moody's en l'an 2000 à son plus grand bonheur. Ainsi, lorsqu'on regarde son investissement de départ de 248 millions de dollars, donc en l'an 2000, on peut voir que celui-ci s'est transformé en 6 milliards de dollars en 2017, à savoir que Moody's est un 24 bagger. Alors, dans son approche relativement simpliste, Greenblatt utilise 2 critères fondamentaux. C'est ce qu'il appelle la formule magique. Le premier critère, c'est le ratio BPA sur cours de bourse, qu'on appelle en anglais Earnings Yield, et il souhaite que ce ratio soit élevé. Alors Greenblatt utilise un deuxième critère qui est le rendement des capitaux propres tangibles. Il souhaite que ce rendement des capitaux propres tangibles soit élevé. Enfin, l'auteur de ce livre nous rappelle qu'aucune approche ne marche tout le temps. C'est le cas de l'approche de Greenblatt. Il a parfois des années sans et bien entendu l'auteur nous rappelle que cela fait partie du jeu. Le tout est de se tenir à son approche et de ne pas forcément changer d'approche au cours du temps. Alors pour terminer avec ce 5e chapitre, l'auteur nous donne 3 informations supplémentaires. La première, c'est que le portefeuille de Greenblatt perd entre 20 et 30% en quelques jours tous les 2 ou 3 ans, autrement dit que son portefeuille est parfois extrêmement volatile. La deuxième information que nous donne l'auteur, c'est que l'approche de Greenblatt ne convient pas à tous les investisseurs du fait de cette volatilité. Et puis le troisième point, qui est une citation de Joel Greenblatt, celui-ci nous dit que lorsqu'une action chute de 20 à 30%, je ne panique jamais car je sais dans quoi j'ai investi. Autrement dit, lorsqu'on sait dans quoi on investit, on peut quand même subir des moins-values latentes de 20 ou 30%. Ça ne remet pas forcément en question les potentiels de gains ultérieurs. Allez, on passe au chapitre 6 qui s'intitule L'excellente aventure de Nick et Zach et qui porte sur 2 investisseurs méconnus, à savoir Nick Sleep et Kaïs Zakaria. Nick Sleep, dont vous n'avez probablement jamais entendu parler, n'était pas préparé à faire carrière dans la finance.
Cependant, après des études de géologie et de géographie, il trouve un poste dans un petit fonds en Écosse. De son côté, Kaïs Zakaria fait ses études à Cambridge. Il s'intéresse à la bourse à partir des années 80 lorsqu'il voit son père perdre l'argent de la famille en investissant en bourse lors du krach de 1987. En 2001, Nick Sleep et son ami Kaïs Zakaria fondent le Nomad Investment Partnership, un fonds, comme on va le voir, qui va extrêmement bien performer. En effet, en 13 ans, le fonds de Nick Sleep et Kaïs Zakaria, Nomad, génère un rendement net de 18,4% par an contre un rendement de 6,5% par an pour l'indice MSCI World. Donc comme on peut le voir ici, les deux gérants surperforment très largement leur indice de référence. Alors concrètement, on peut mesurer cette surperformance de la manière suivante. En 13 ans, le fonds Nomad voit sa valeur multipliée par 10, alors que dans le même temps, l'indice MSCI World voit sa valeur multipliée par 2. Donc quand on compare des rendements comme ici 6,5% d'un côté et 18,4% de l'autre, il faut bien se rendre compte qu'avec les intérêts composés, la somme finale n'est pas du tout la même, puisque d'un côté l'indice MSCI World a été multiplié par 2 en 13 ans et que de l'autre côté le fonds de Nick Sleep et Kaïs Zakaria a été multiplié par 10 en 13 ans. Ainsi, quelqu'un qui aurait investi $1 million en 2001 dans le fonds de Nick Sleep et Kaïs Zakaria se serait retrouvé en 2014 avec la somme de $10 210 000. En 2014, Sleep et Zakaria prennent leur retraite, un peu à la manière de Joel Greenblatt et Robert Goldstein, et ils continuent d'investir pour eux-mêmes. Alors, on gardera à l'esprit que le fonds a beaucoup grossi entre 2001 et 2014. Pourquoi ? Parce que même si Nick Sleep et Kaïs Zakaria ne faisaient pas de marketing, ils ont commencé à faire parler d'eux par leur performance. Et donc, alors que le fonds avait $100 millions d'actifs sous gestion en 2001, ils se sont retrouvés à gérer $3 milliards en 2014. Alors, c'est toujours la même histoire avec les fonds d'investissement, c'est-à-dire que plus le fonds d'investissement a du succès, plus il attire les investisseurs et donc les actifs sous gestion. Alors le point intéressant ici, c'est que Nick Sleep et Kaïs Zakaria continuent d'investir pour eux-mêmes, et d'ailleurs ils ont un bureau en commun à Londres, c'est-à-dire qu'ils se rencontrent de temps en temps pour parler investissement. Et alors ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont chacun investi leur argent en bourse, et donc ils ont chacun géré leur propre portefeuille. Et alors le point intéressant, c'est qu'entre 2014 et 2019, Sleep et Zakaria font tripler la valeur de leur propre portefeuille. Autrement dit, en 2014, ils prennent leur retraite avec déjà beaucoup d'argent et puis ils font tripler cet argent entre 2014 et 2019. Alors dans le détail, à partir de 2014, Sleep investit tout son patrimoine dans 3 actions seulement. Et donc on voit ici qu'il a un portefeuille hyper concentré et il investit d'ailleurs jusqu'à 70% du portefeuille dans une seule action. C'est ce que fait également de son côté Kaïs Zakaria. Alors un autre point intéressant mis en avant par l'auteur, c'est que Nick Sleep et Kaïs Zakaria ont pris exemple sur Warren Buffett, et donc ils ont pris Warren Buffett comme modèle, un peu comme Pat Bryce, c'est ce qu'on avait vu dans une précédente vidéo. Alors concernant leur approche, premièrement, ils ne suivent pas les informations de presse, c'est-à-dire qu'ils ne regardent pas la télé, ils ne lisent pas forcément la presse. Pourquoi ? Parce qu'ils considèrent que les informations qui apparaissent dans les médias sont des informations éphémères qui ne servent pas forcément les investisseurs à long terme. En effet, ils estiment que la presse est superficielle, court-termiste et peu fiable au final. Deuxièmement, ils ignorent les recommandations des analystes, c'est-à-dire que peu importe ce que racontent les analystes, ils se font leur propre opinion, ils font leurs analyses et puis se font une opinion sur la valeur intrinsèque de telle ou telle entreprise. Par ailleurs, ils estiment que la foule répond souvent à de faux stimuli, c'est-à-dire que la plupart des investisseurs soi-disant long terme se concentrent sur des informations qui vont être utiles à court terme et oublient finalement leur perspective à plus long terme. Troisièmement, point très important il me semble, c'est qu'ils n'utilisent pas ou très peu de terminal Bloomberg. Ils estiment que l'utilisation d'un terminal Bloomberg est contre-productif. Alors, il faut savoir qu'un terminal Bloomberg à la location coûte environ $24 000 par an. Ils estiment de leur côté que de passer son temps rivé sur l'écran d'un terminal Bloomberg est une simple perte de temps, qu'il est préférable de passer son temps à lire des rapports financiers et puis surtout à réfléchir et à penser, parfois dans le vide. De mon côté, je pense qu'un investisseur particulier a suffisamment d'informations sur Internet et des informations de qualité pour pouvoir rivaliser avec un gérant professionnel ayant accès à un terminal Bloomberg. Je pense de mon côté qu'un terminal Bloomberg est totalement inutile. Quatrièmement, ils travaillent dans un environnement calme et sans bruit, c'est-à-dire qu'ils veulent être dans un lieu dans lequel ils peuvent pleinement réfléchir et lire tranquillement.
Et ça, c'est un élément qu'on retrouve chez les plus grands investisseurs, c'est-à-dire qu'ils aiment être en retrait, loin de l'euphorie des places boursières les plus connues, c'est-à-dire qu'on va retrouver par exemple Warren Buffett du côté d'Omaha et non à New York, Charlie Munger est localisé à Los Angeles, et puis comme on le voit ici, Nick Sleep et Kai Zakaria sont localisés dans un petit bureau au calme, un peu excentré de la City. Alors cinquièmement, on peut noter que Nick Sleep et Kai Zakaria font attention aux risques qu'ils prennent, c'est-à-dire qu'ils n'utilisent pas d'effet de levier, ne font pas de vente à découvert, n'utilisent ni les options ni les contrats à terme et ne prennent que des positions à long terme, c'est-à-dire qu'ils ne font pas de trading. D'ailleurs, on peut noter que la période de détention d'une action chez Nomad était de 7 ans en moyenne, c'est-à-dire qu'ils ne faisaient pas de turnover, ils ne faisaient pas de trading, mais conservaient leur position très longtemps. Alors comme on va le voir ici, Sleep et Zakaria ont légèrement modifié leur approche au cours de leur carrière, c'est-à-dire qu'ils ont commencé avec une première stratégie inspirée de Benjamin Graham et de Warren Buffett, qui consistait, ou en tout cas qui était une approche value, qui consistait à trouver des cigar butts en anglais, c'est-à-dire des mégots de cigarettes dans la rue, autrement dit de trouver des entreprises décotées sur lesquelles on pouvait encore tirer une taf. Autrement dit, l'idée c'est d'acheter une entreprise à 50 cents par exemple pour la revendre à $1. Et ça, c'était l'approche qui était également utilisée par Warren Buffett au début de sa carrière, inspiré lui-même par Benjamin Graham. Ensuite, ils ont utilisé une deuxième approche ou deuxième stratégie qui est plutôt une stratégie GARP à la Warren Buffett et Charlie Munger, c'est-à-dire que plutôt que de chercher des mégots de cigarettes sur lesquels on allait acheter des entreprises 50 cents pour la revendre $1, l'idée était d'acheter des entreprises de qualité à prix raisonnable. C'est un peu d'ailleurs ce qu'a fait Peter Lynch de son côté. Alors il s'avère que Sleep et Zakaria ont désormais un business model préféré, c'est ce qu'on appelle les économies d'échelle partagées, c'est lorsque la croissance profite au consommateur final, et c'est-à-dire que ça va entraîner un cercle vertueux dans lequel le consommateur va s'y retrouver et donc va devenir de plus en plus fidèle. C'est ce qu'on voit par exemple avec Amazon, je vais en parler juste après. Donc dans ce business model, le client final profite des économies d'échelle, donc via un prix bas, et devient de plus en plus fidèle, ce qui entraîne une hausse du chiffre d'affaires de l'entreprise. Donc ce business model entraîne une hausse du chiffre d'affaires, qui entraîne lui-même de nouvelles économies d'échelle, qui va générer des baisses de coûts et donc des baisses de prix qui vont profiter au client final. Et donc le client final va devenir de plus en plus fidèle et donc ça va générer une nouvelle hausse du chiffre d'affaires. Donc c'est un cercle vertueux dans lequel l'entreprise réinvestit constamment son free cash flow et remet à plus tard la hausse des bénéfices. Donc c'est ce qu'on a vu avec Amazon par exemple, qui a grossi de cette manière en réinvestissant constamment son free cash flow et en reportant les bénéfices à plus tard. Au final, cette approche permet à l'entreprise de gagner rapidement des parts de marché et donc de devenir un acteur incontournable sur un marché. Alors on a plusieurs exemples de ce business model qui vise à créer des économies d'échelle partagées. On va retrouver par exemple l'entreprise Costco dans lesquelles ont investi Sleep et Zakaria qui est devenu un 12-bagger en 18 ans. On va retrouver des entreprises également comme Walmart, Dell, Southwest Airlines, Tesco, Geico, l'entreprise d'assurance, en tout cas l'assureur de Berkshire Hathaway. Et puis on va retrouver, comme j'en ai parlé, l'entreprise Amazon de Jeff Bezos. Donc l'idée pour ces entreprises est de transférer les économies d'échelle au client, c'est-à-dire que le client final va voir des baisses de prix et va rester fidèle, ou en tout cas va être de plus en plus fidèle à l'entreprise, ce qui va permettre à cette entreprise de gagner en part de marché et de devenir un acteur incontournable sur son marché. Alors, on va très rapidement regarder le portefeuille de Nomad en 2014. On y retrouve les entreprises Costco et Amazon dont on vient de parler. Et puis on retrouve également l'entreprise Berkshire Hathaway, qui était l'entreprise qui a inspiré Nick Sleep et Kai Zakaria, puisque Warren Buffett était la personne qui a inspiré le plus ces deux investisseurs. Et puis on retrouve enfin deux entreprises, un retailer britannique, donc ASOS, et puis l'entreprise, en tout cas la compagnie aérienne asiatique AirAsia. Alors il est bon de noter qu'Amazon représente aujourd'hui 70% du portefeuille de Kai Zakaria, le reste étant investi dans Costco, dans Berkshire Hathaway et dans une entreprise qui s'appelle Boohoo. Alors Amazon représentait également 70% du portefeuille de Nick Sleep jusqu'en 2018. Celui-ci a vendu la moitié de sa ligne à $1 500, donc en 2018. Le reste est désormais investi dans Costco, Berkshire Hathaway et ASOS.
Donc comme on peut le voir ici, en réalité, Zaccaria et Nixlip ont continué d'investir dans les entreprises dans lesquelles ils avaient déjà investi. C'est-à-dire qu'en fait, ils ont continué d'investir dans des multibaggeurs qu'ils avaient repérés il y a bien longtemps. Allez, pour terminer cette vidéo, on va se focaliser sur les 5 leçons de Nixlip et Kay Zaccaria telles que mises en avant par l'auteur, donc William Green. La première leçon, c'est de rechercher en permanence la qualité, que ce soit au niveau de ses investissements, si l'on est investisseur, que ce soit au niveau de son business, si l'on est entrepreneur, ou bien de sa vie personnelle. La deuxième leçon, c'est de se focaliser sur le long terme et d'occulter la gratification à court terme. En effet, trop d'investisseurs, et notamment des investisseurs particuliers, se focalisent sur le court terme et donc sur le trading, plutôt de se focaliser sur le long terme et d'avoir en portefeuille à terme des multibaggers. La troisième leçon mise en avant, c'est de se focaliser sur un business model en particulier, à savoir celui des économies d'échelle partagées. J'en ai parlé juste avant avec Costco et Amazon, par exemple. Un business model qui génère un enrichissement soutenable sur de longues périodes. C'est ce qu'on a vu avec Amazon. Le cours d'Amazon en 2008-2009 était aux alentours des 30 $. On voit qu'aujourd'hui, le cours d'Amazon a dépassé les 3000 $. Et donc, c'est un 100 bagger. Autrement dit, 1000 € investis dans Amazon en 2008 vaudraient aujourd'hui 100 000 € et 10 000 € investis dans Amazon en 2008 vaudraient aujourd'hui 1 million d'euros. La quatrième leçon, c'est que le succès peut aller de pair avec l'éthique et c'est ce qu'on voit dans ce chapitre, c'est-à-dire qu'en tant que gérant de fonds, Nixlip et Kay Zaccaria ont toujours fait en sorte que leurs clients ne surpayent pas des frais de gestion et que la façon dont ils étaient rémunérés soit éthique ou en tout cas soit loyale par rapport à leurs clients. Enfin, cinquième et dernière leçon, l'auteur nous dit que dans un monde obsédé par le court terme et la gratification immédiate, il peut y avoir un immense avantage à aller dans la direction opposée. Donc on est sur une forme de contrarianisme ici. En effet, il nous indique que la route qui semble la plus lente est presque toujours la route la plus rapide à la fin. Voilà, c'est tout pour cette vidéo. Si vous avez aimé celle-ci, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu. Si vous appréciez le contenu qui est proposé sur cette chaîne, n'hésitez pas à en parler autour de vous. Et en attendant, je vous dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos. Allez, merci.